Au lendemain du génocide de 1994 au Rwanda, les Pays-Bas ont compté parmi les premiers pays qui ont répondu aux appels humanitaires internationaux pour aider le Rwanda à surmonter une crise post-catastrophe sans précédent. Comme de nombreux autres acteurs internationaux sur le terrain à l'époque, les Pays-Bas, par le biais d'une aide bilatérale directe et par le biais de mécanismes de soutien multilatéraux, ont engagé d'énormes ressources pour aider le Rwanda à renaître de ses cendres. C'était la période de mise en œuvre des programmes d'aide d'urgence. La décision du gouvernement néerlandais d'une intervention humanitaire rapide doit être louée. Les Rwandais avaient un besoin urgent de soutien après avoir traversé un cauchemar ignoble de génocide. En novembre 2001, des consultations au sein du Parlement néerlandais ont abouti à une décision d'inclure le Rwanda dans le groupe des pays ayant le droit de bénéficier de la coopération néerlandaise régulière pour le support au développement. On peut soutenir que cette décision était essentiellement motivée par la nécessité de reconstruire les institutions vitales d'un pays qui avait perdu la plupart de ses importantes infrastructures socio-économiques pendant le génocide. 2 ans plus tard, en 2003, 4 ONG néerlandaises, Corded, ICCO, Kerkinakti et Novib, ont mené une évaluation nationale conjointe des progrès du développement au Rwanda. Elle a été suivie de la publication de ses conclusions importantes ainsi que de recommandations pratiques indiquant la voie à suivre. Sur la base des remarques générales du rapport, des appels ont été lancés pour exiger l'arrêt de l'aide de la coopération néerlandaise. Il a été recommandé d'arrêter toute aide humanitaire et coopération au développement néerlandaise. Elle n'a pu être reprise qu'à condition d'instaurer une justice équitable, notamment en menant des enquêtes indépendantes sur la disparition de 5 personnes début 2003, parmi lesquelles figuraient des personnalités politiques mises sur liste noire comme opposants au Front patriotique rwandais, FPR, au pouvoir. En outre, il a été suggéré de conditionner la libération de l'aide néerlandaise après des explications crédibles du gouvernement rwandais concernant les allégations d'une équipe de l'ONU mettant en évidence le rôle que le Rwanda avait joué dans l'exploitation illégale et le pillage des ressources naturelles dans la région orientale de la République démocratique du Congo, RDC. Le document conjoint des ONG était un rapport de suivi de 62 pages sur les activités menées au Rwanda au cours de cette période. Il était intitulé « Dites à notre gouvernement qu'il est normal d'être critiqué ». Et il a été publié le 10 février 2003 à La Haye. Le rapport rend compte de manière exhaustive des critères de référence guidant l'exercice d'évaluation ainsi que des recommandations nécessaires à mettre en œuvre afin de rendre l'aide possible dans un contexte propice à un processus de développement efficace. Après 2003, nous sommes obligés de regarder la réalité en face, ont déclaré les ONG dans une déclaration commune présentant le rapport. Comme ce rapport le montrera, l'espace pour le débat politique a presque disparu et un climat de peur, d'abus de pouvoir et d'exclusion domine désormais au Rwanda, ont-ils ajouté. Le rapport a également sonné l'alarme, exhortant le gouvernement donateur néerlandais à être cohérent avec le gouvernement rwandais en remettant constamment en question sa position concernant les violations systématiques des droits de l'homme et autres signaux d'alarme du resserrement du pouvoir politique. Le dialogue doit être plus régulier et plus strict, lit-on dans le rapport comme l'une des recommandations proposées. Sur base des révélations de ce rapport conjoint des ONG néerlandaises, on peut être en droit d'affirmer que le gouvernement néerlandais s'est dès lors engagé dans le financement d'un régime montrant déjà les premiers signes d'un gouvernement à politique oppressive. Le 11 mars 2005, le gouvernement du Rwanda et le gouvernement des Pays-Bas ont signé un protocole d'accord qui définit les conditions du partenariat pour le développement et fournit un cadre pour le dialogue mutuel et la responsabilité. Étonnamment, aucun des problèmes critiques signalés dans le rapport conjoint de l'ONG néerlandaise n'a pu être pris en considération. En revanche, le gouvernement néerlandais a fermé les yeux sur les allégations du rapport et a injecté plus d'argent, contribuant ainsi à consolider et à renforcer les institutions d'un régime oppressif. Le deuxième plan stratégique pluriannuel de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas pour le Rwanda couvrait les années 2008 à 2011. Le budget total du portefeuille alloué aux opérations au Rwanda s'élevait à 137 millions d'euros. Il convient de révéler que le montant initial budgétisé pour le programme d'appui budgétaire général pour l'année 2008-2009 était nettement inférieur, soit seulement 7 millions d'euros.
Selon une publication du journal Reuters du 12 juillet 2012, une porte-parole du ministère néerlandais des Affaires étrangères a annoncé la suspension de 5 millions d'euros de l'aide de l'Agence de coopération bilatérale néerlandaise, initialement réservée à l'amélioration du système judiciaire rwandais. Elle a toutefois précisé que le mécanisme de soutien aux organisations non gouvernementales basées au Rwanda ne serait pas affecté par la décision. Dans une tournure étonnante, 3 semaines plus tard, l'ambassadeur des Pays-Bas au Rwanda, Frans Maken, a annoncé que contrairement aux informations des médias, son gouvernement n'avait pas suspendu l'aide au Rwanda parce qu'il n'y avait pas d'aide à décaisser. L'ambassadeur Frans Maken a clarifié cela après avoir fait ses adieux au président Kagame, à la fin de sa période de service. Jusqu'à aujourd'hui, il est encore déroutant de comprendre comment un ambassadeur a pu oser contredire publiquement une déclaration officielle du Bureau des Affaires étrangères de la dont il reçoit des ordres. Pour quelles raisons ? Peut-on supposer que cela pourrait être dû au fait que la personne de Kagame est si terrifiante que l'ambassadeur ne pouvait pas se permettre de lui faire face en colère ? L'ambassadeur des Pays-Bas au Rwanda a également fait les observations suivantes. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement néerlandais a décidé qu'il ne prendrait aucune décision sur l'aide tant que le Rwanda ne se sera pas prononcé sur les accusations de l'ONU. Nous pensons que le Rwanda a apporté une réponse extrêmement sérieuse qui nous a satisfaits. Le Rwanda a été sérieux et ouvert à propos de tout et s'est montré désireux de trouver une solution et nous pensons que les choses pourraient changer dans les semaines à venir. De toute évidence, c'était une déclaration tordue. Encore une fois, ce n'était pas vrai non plus, car rien n'a changé. Il ne pouvait y avoir qu'une seule explication plausible. Soit là, elle n'était pas satisfaite de la réponse du Rwanda aux accusations d'alimenter les conflits en RDC, d'exploitation illégale des ressources et de spoliation, comme rapporté par l'ONU, soit il y avait une autre justification. Après que la communauté des donateurs a suspendu à l'unanimité l'aide au Rwanda pour condamner la présence omniprésente du Rwanda en République démocratique du Congo, RDC, le gouvernement néerlandais ne voulait vraisemblablement pas rester le seul gouvernement donateur continuant à fournir un soutien budgétaire à un pays assiégé. À partir de ce moment, l'aide néerlandaise a réactivé le « soutien budgétaire sectoriel ». Selon le ministère néerlandais de la coopération au développement, le soutien a été rationalisé pour la réhabilitation du secteur de la justice grâce au renforcement des capacités institutionnelles du ministère rwandais de la Justice. Le cadre de renforcement des capacités couvrait à la fois les frais de formation et les frais généraux tels que le paiement des salaires des fonctionnaires. Il s'agissait d'une action stratégique visant à maintenir et à permettre à la capacité locale de rivaliser efficacement avec des secteurs économiques plus rentables. Une composante importante du projet concernait le renforcement de la police rurale. Il a été conçu pour permettre au gouvernement rwandais de faire respecter la loi et l'ordre, ainsi que de lutter contre l'impunité. Le secteur pénitentiaire a également bénéficié d'une partie de l'aide néerlandaise. À cet égard, une unité de poursuite des fugitifs de génocide pourrait également réussir à mener des opérations grâce à l'argent des contribuables néerlandais. Son rôle est de traquer les suspects accusés de crimes de génocide. Parallèlement au soutien soutenu du gouvernement néerlandais au Rwanda, de nombreux rapports spéciaux ainsi que des rapports annuels d'organisations internationales des droits de l'homme ont tous été publiés, soulignant tout sans équivoque que les pratiques antidémocratiques et les violations des droits de l'homme devenaient de plus en plus une nouvelle norme établie au Rwanda. Parmi les organisations qui ont tiré la sonnette d'alarme, vous trouverez le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Human Rights Watch, Amnesty International, Reporters sans frontières, Freedom House, le Comité pour la protection des journalistes et bien d'autres. Les gouvernements de la communauté des donateurs ont été systématiquement informés de ce qui se passait au Rwanda. De plus, les rapports du département d'État américain et du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni sur la situation des droits de l'homme au Rwanda ont également confirmé de manière constante les positions générales des précédents rapports des ONG néerlandaises et dans de nombreux cas, ont apporté de nouvelles informations prétendant à des réalités pires que celles enregistrées précédemment. Plusieurs rapports cohérents ont unanimement souligné les problèmes suivants. Liberté d'expression et des médias quasi inexistants. Espace politique et voix dissidentes systématiquement supprimées. L'abus de pouvoir par les forces de l'ordre est devenu une norme. Peur généralisée dans la population. Manque d'indépendance du pouvoir judiciaire, avec obstruction systématique du système judiciaire par les organes de l'État.
Dans la lignée des affirmations précédentes, par exemple le rapport produit par le département d'État américain en 2020 sur l'état des droits de l'homme au Rwanda est assez révélateur. Il se lisait comme suit. Les résultats dans les affaires très médiatisées de génocide, de sécurité et des cas politiquement sensibles semblaient prédéterminés. Certains avocats étaient réticents à travailler sur des affaires politiquement sensibles, craignant le harcèlement et les menaces de la part de représentants du gouvernement, y compris la surveillance de leur communication. Les forces de sécurité de l'État ont continué à contraindre les suspects à avouer leur culpabilité dans des affaires liées à la sécurité. Les juges avaient tendance à accepter les aveux obtenus sous la torture malgré les protestations des accusés et n'ont pas ordonné d'enquête lorsque les accusés ont annoncé avoir été torturés pendant leur procès. Le pouvoir judiciaire a parfois tenu à huis clos des procès de grande envergure liés à la sécurité, au terrorisme et à la politique. Certains avocats de la défense dans ces affaires ont signalé des irrégularités et se sont plaints que les juges avaient tendance à ignorer les droits des accusés lorsque les audiences n'étaient pas publiques. Certains dirigeants de l'opposition et critiques du gouvernement ont été inculpés d'accusations largement appliquées d'incitation au génocide, de négationnisme du génocide, d'incitation à l'insurrection ou à la rébellion, ou de tentative de renversement du gouvernement. L'année précédente, en 2019, le rapport du département d'État américain sur les droits de l'homme avait publié la déclaration implacable suivante. Les forces de sécurité rwandaises arrêtaient et détenaient régulièrement des personnes arbitrairement et sans procédure régulière. La loi prévoit le droit des personnes de contester devant les tribunaux la légalité de leur arrestation ou de leur détention, cependant, peu ont été jugés et il n'y a eu aucun rapport faisant état de détenus ayant réussi à obtenir une libération rapide ou une indemnisation pour détention illégale. Ensuite, chaque rapport produit chaque année à partir de 2013 a ajouté des détails horribles qui sont à la fois choquants et douloureux à lire. En ce qui concerne plus particulièrement les allégations de « procès inéquitables » avec des « accusations à motivation politique », Amnesty International les a abondamment rapportées dans le cadre des rapports annuels de l'organisation depuis 2000. À cette fin, une base de données d'informations ingénieuse est facilement disponible pour consultation publique. Cependant, je ne recommanderais à personne ayant un cœur extrêmement sensible de les lire car leurs révélations sont péniblement répugnantes. En comparant au hasard, l'un des rapports les plus récents avec le rapport du début des années 2000 compilé par les 4 ONG néerlandaises, appelant à la fin du soutien au Rwanda en raison de violations des droits humains, vous réalisez simplement que le niveau des violations des droits humains au Rwanda a augmenté de façon exponentielle depuis cette année-là. De plus, dans de nombreux cas, les méthodes utilisées à la fois pour cacher et dissimuler les malversations sont également de plus en plus sophistiquées. L'une des méthodes utilisées comprend l'utilisation incessante de la terreur, terroriser et emprisonner les opposants politiques sur base de revendications fabriquées, dont la plupart se présentent sous la forme d'accusations à motivation politique. Par exemple, au cours des 3 dernières élections présidentielles, tenues en 2003, 2010 et 2017, pour chaque campagne présidentielle remportée par le président sortant Paul Kagame, la plupart des candidats à la présidentielle ont été arrêtés ou incarcérés. Par ailleurs, le chef du parti politique d'opposition serait décapité. L'arrestation du docteur Théoneste Niyitegeka en 2003, Victoire Ingabire Umuhoza en 2010 et Diane Rwigara en 2017 restent les exemples les plus marquants de répression politique dans l'histoire du Rwanda. C'est dans cette optique qu'André Kagwa Rwisereka a été décapité en 2010. Pour aggraver les choses, les cas d'assassinat, de disparition et d'enlèvement d'opposants politiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Rwanda ont considérablement augmenté. Au cours du processus, le Rwanda est devenu le seul pays africain de l'histoire connu pour se livrer à une agressive chasse à l'homme, à des enlèvements et à des assassinats de ses opposants politiques et critiques en dehors de ses frontières. En conséquence, des cas d'assassinat et de tentatives d'assassinat ont été enregistrés en Ouganda, au Kenya, en Afrique du Sud, au Mozambique, au Cameroun, en Belgique et au Royaume-Uni. De même, des situations d'enlèvement ont été enregistrées en Ouganda, en Zambie, aux Émirats arabes unis, au Kenya, au Mozambique et aux Comores. Heureusement, la majorité des opérations d'enlèvement, d'assassinat et de tentatives d'assassinat, que ce soit au Rwanda ou à l'extérieur, ont été bien enregistrées et publiées et diffusées ouvertement pour le grand public. Parmi les cas précédents, il convient de souligner la situation particulière de l'opération d'enlèvement la plus récente et la plus médiatisée.
Indiscutablement, cela reste dans une large mesure le cas d'enlèvement le plus remarquable à ce jour, et une démonstration vivante de la façon dont les régimes oppressifs n'épargneront aucun moyen de violer les droits de ceux qu'ils soupçonnent d'être la menace numéro 1 pour leur régime. Il s'agit de l'enlèvement de Paul Rusesabagina aux Émirats arabes unis en août 2020. L'histoire se souviendra de Paul Rusesabagina comme figure mythique de l'histoire du Rwanda pour avoir inspiré un film nominé aux Oscars Hotel Rwanda. En fait, le récit du film Hotel Rwanda est basé sur ces événements réels lorsqu'il était directeur par intérim d'un hôtel au Rwanda lorsque le génocide d'avril 1994 a eu lieu. À cette époque, l'hôtel abritait un groupe de Rwandais en majorité Tutsi qui s'étaient réfugiés à l'intérieur de l'enceinte de l'hôtel. Le film raconte ses actions héroïques pour sauver la vie de familles Tutsi à l'intérieur de l'hôtel dont il était responsable. Puis, un jour fatidique, il a été piégé, enlevé aux Émirats arabes unis et ensuite ramené de force au Rwanda sans se rendre compte de ce qui se passait. Arrivé au Rwanda, après plusieurs jours de détention illégale, il a été déféré devant la justice où il a été retrouvé avec 9 chefs d'accusation parmi lesquels terrorisme et complot en vue de former un groupe armé. Une fois que Paul Rusesabagina a été placé en garde à vue par la police rwandaise, Paul Kagame, le président du Rwanda, s'est empressé de condamner publiquement Paul Rusesabagina, alléguant qu'il était effectivement coupable des charges retenues contre lui. N'était-ce pas une démonstration flagrante d'obstruction à la justice ? En fait, avec une telle déclaration, on peut facilement affirmer qu'ils ont effectivement effacé son droit d'être présumé innocent. Le ministre rwandais de la Justice, Johnston Busingye, a admis dans une interview à Al Jazeera en février 2021 que le gouvernement avait payé le jet privé utilisé pour effectuer les opérations d'enlèvement. Rappelons que Kigali a organisé son enlèvement après que le mandat d'arrêt international émis contre lui eût été ignoré tant par les autorités belges qu'américaines. Il avait été rejeté parce qu'il manquait de substance et portait plutôt la marque d'une motivation politique. Après un certain nombre d'audiences judiciaires, Rusesabagina a annoncé qu'il n'assisterait à aucun procès à l'avenir, expliquant qu'il ne pouvait en aucun cas attendre une justice équitable de la procédure judiciaire. Ses avocats internationaux se sont vus interdire de venir au Rwanda et le seul qui a été autorisé à entrer a été expulsé quelques jours après son arrivée. Le 11 février 2021, le Parlement européen a adopté une résolution qui a été approuvée par la majorité des députés néerlandais siégeant au Parlement européen. Il comportait 15 points qui résument le positionnement du Parlement européen sur le sujet précité au Rwanda. Parmi les résolutions adoptées, on pouvait lire: le Parlement européen condamne la disparition forcée, la restitution illégale et la détention secrète de Paul Rusesabagina. Exhorte les autorités rwandaises à assurer la séparation des pouvoirs administratifs, législatifs et judiciaires. Le 20 septembre 2021, Paul Rusesabagina a été condamné à 25 ans de prison ferme. En réponse à la condamnation judiciaire rwandaise de Rusesabagina, le Parlement européen a adopté une nouvelle résolution le 5 octobre 2021. Comme la précédente résolution adoptée en février dernier, elle a également été approuvée par la majorité des députés néerlandais siégeant au Parlement européen. Au total, 15 points ont été formulés pour résumer le positionnement du Parlement européen sur l'affaire Rusesabagina dans le cadre de l'appel général lancé au gouvernement rwandais, pour assainir son espace politique et son système judiciaire en garantissant les droits humains fondamentaux. Certaines parties des résolutions formulées se lisent comme suit. Le Parlement européen condamne fermement l'arrestation, la détention illégale et la condamnation de Rusesabagina, qui violent les normes internationales et locales. Considère le cas de Paul Rusesabagina comme un élément d'une politique rwandaise largement axée sur la réduction au silence des personnes critiques envers le régime. Demande la libération immédiate et inconditionnelle de Rusesabagina et la libération immédiate du reste des autres prisonniers d'opinion. Dénonce les restrictions imposées par les autorités rwandaises aux droits et libertés fondamentaux et le recours arbitraire à la détention provisoire pour réprimer la dissidence. Déplore la situation générale des droits de l'homme au Rwanda et en particulier la persécution ciblée des voix dissidentes et la fermeture de l'espace démocratique. Profondément préoccupé par l'utilisation du système de justice pénale d'une manière qui érode la confiance dans le pouvoir judiciaire.
Parmi les nombreux cas existants relatifs aux restrictions de l'espace politique et à l'oppression des critiques, un cas politique particulièrement virulent qui est en outre étroitement lié aux Pays-Bas, mérite d'être partagé avec vous. Il s'agit de Madame Victoire Ingabire Umuoza qui est une femme rwandaise vivant aux Pays-Bas avant de décider de tout laisser derrière elle, y compris sa famille, sa carrière et ses richesses, et de retourner au Rwanda en janvier 2010. Elle entendait s'impliquer dans la transformation politique de son pays. Une fois dans le pays, elle a suivi toutes les formalités requises pour l'enregistrement d'un parti politique. Elle prévoyait de se présenter aux élections présidentielles de 2010. Ses rêves ont été instantanément déjoués car elle a ensuite été arrêtée et emprisonnée. En septembre 2012, Madame Umuoza en prison a été désignée par le Parlement européen comme bénéficiaire du prix Sakharov pour la liberté de penser. Elle a ensuite été condamnée à 8 ans de prison. Daniel Beckel, directeur de Human Rights Watch Africa à l'époque, a fait les remarques suivantes. Les tribunaux ne devraient pas être utilisés à de telles fins politiques. Avant d'ajouter, plusieurs facteurs nous amènent à conclure qu'Ingabire n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Il s'agit notamment d'accusations à motivation politique, telles que l'idéologie du génocide, des doutes sur la fiabilité de certaines preuves, les déclarations publiques de hauts responsables du gouvernement sur la culpabilité d'Ingabire avant le procès, et des préoccupations plus larges concernant le manque d'indépendance de la justice rwandaise dans cas politisé. L'Amnesty International qui a suivi le procès de presse a rapporté que, malgré un examen minutieux de la communauté internationale, le procès a été entaché de violation de la procédure régulière. Le tribunal n'a pas vérifié les preuves apportées par l'accusation. Les aveux de 2 co-accusés incriminant Victoire Ingabire Umuoza ont été faits après une longue période de détention dans un camp militaire où Amnesty International a documenté des allégations de recours à la torture pour obtenir des aveux. Un témoin de la défense a affirmé qu'il avait été détenu en détention militaire avec l'un des co-accusés et a allégué que les aveux de l'individu avaient été forcés. Le 6 octobre 2016, le Parlement européen a adopté une résolution sur le cas de Victoire Ingabire. Entre autres points, la résolution condamnait fermement les procès à motivation politique, les poursuites contre les opposants politiques et les préjugés sur l'issue du procès. La plupart des députés néerlandais du Parlement européen ont soutenu la résolution. Le 24 novembre 2017, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a jugé que le Rwanda avait violé le droit de Victoire Ingabire Umuoza à la liberté d'opinion et d'expression ainsi que son droit à une défense adéquate. Pour la Cour africaine, la condamnation pénale et la peine infligée à Ingabire pour son discours encourant des accusations de minimisation du génocide constituaient une restriction disproportionnée et inutile à sa liberté d'expression. Cependant, la Cour a en outre estimé que la loi criminalisant la minimisation du génocide peut imposer une restriction légitime au droit à la liberté d'expression dans le but de préserver l'ordre public et la sécurité nationale. Parmi les nombreux cas d'assassinats existants, le meurtre d'une personnalité militaire et politique de premier plan survenu en Afrique du Sud le 1er janvier 2014 mérite d'être partagé avec vous. Le colonel Patrick Karegeya était l'ancien chef des services de renseignements extérieurs du Rwanda. Il s'est ensuite brouillé avec le régime rwandais, a été illégalement incarcéré à 2 reprises au Rwanda avant de s'exiler en Afrique du Sud en 2007. En avril 2019, la police sud-africaine a annoncé publiquement que les rapports d'enquête criminelle concluaient que les suspects du meurtre de Karegeya et d'autres tentatives d'assassinat pourraient être directement liés à l'implication du gouvernement rwandais. Le 17 février 2020, un chanteur populaire de gospel rwandais et militant pour la réconciliation, Kizito Mihigo a été retrouvé mort dans sa cellule de détention policière. L'avis officiel de la police affirmait qu'il s'était suicidé et la police a refusé toute enquête indépendante sur les causes de sa mort. Il est fort probable qu'il ait été tué par les forces de l'ordre. En fait, il y avait un précédent à la mort de Kizito. Dans l'une de ses chansons, Kizito a loué les mérites de commémorer les meurtres des 2 côtés. Il a souligné l'importance d'honorer toutes les victimes des tragédies rwandaises passées sans séparer celles qui sont tombées sous les forces du régime actuel. Pour Kizito, c'était le seul moyen de parvenir à une réconciliation véritable et durable. Plus important encore, cela aiderait à créer un environnement où l'apprentissage du passé pourrait être possible, aidant ainsi à éviter de retomber dans les pièges de l'histoire sombre du Rwanda. Vraisemblablement,
le président Kagame a été exaspéré par la position du chanteur sur les questions de réconciliation et de commémoration, simplement parce qu'il existe au Rwanda une norme tacite interdisant à quiconque de faire référence aux tueries orchestrées par le régime actuel. Le 25 septembre 2020, une première dans l'histoire, Kizito Mihigo est devenu la première personne à recevoir un prix, Havel, à titre posthume pour la dissidence créative. C'est un prix international qui récompense les artistes travaillant dans des conditions extrêmement restrictives. Tout le récit précédent fournit un bilan bien documenté de ce que l'on peut apprendre sur le gouvernement du Rwanda en ce qui concerne la justice, l'état de droit, les droits de l'homme, la liberté d'expression et de réunion ainsi que l'espace politique au cours des 20 dernières années. Pour résumer, voici les principales caractéristiques des institutions judiciaires du Rwanda, ainsi que des forces de l'ordre qui ont été lourdement financées en valeur de millions d'euros par les contribuables néerlandais. Recours à la torture pour contraindre à des aveux. Restriction des droits et libertés fondamentaux. Disparition forcée et restitution illégale. Violation des normes juridiques internationales et locales. Entretenir un climat de peur et de terreur. Procès à motivation politique. Abus de pouvoir systématique. Détournement de tribunaux pour servir des intérêts politiques. Enlèvement d'opposants politiques. Assassinat et tentative d'assassinat d'opposants politiques. Chasse à l'homme de personnalités politiques et militantes vivant en exil. Malgré le sombre tableau ci-dessus, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à Kigali n'a pas pu hésiter à faire une déclaration publique telle que la suivante. La valeur ajoutée néerlandaise dans le secteur de la justice, de la réconciliation, de l'ordre public est reconnue par toutes les parties prenantes. Du côté du gouvernement rwandais, il y a une satisfaction pour le soutien de longue durée qui est passé de projets réussis dans le passé à un appui budgétaire sectoriel. Honnêtement, quel genre de valeur ajoutée l'ambassade a-t-elle contribué à créer ? Dans l'état actuel des choses, et sur la base de notre précédente présentation narrative, ce n'est clairement pas positif. Au dire de tous, il ne serait pas exagéré d'affirmer avec une grande confiance que l'argent des contribuables néerlandais a été un élément de financement important utilisé pour renforcer les racines de l'oppression au Rwanda. En plus de l'autonomisation néerlandaise du pouvoir judiciaire et des forces de l'ordre, le gouvernement néerlandais a fait un effort supplémentaire en collaborant à l'extradition de personnes recherchées par le système judiciaire du gouvernement rwandais, prétendument en raison de leur implication directe dans le génocide de 1994 contre les Tutsis. Nous avons enquêté sur les cas de ceux qui ont déjà été extradés et de ceux qui luttent toujours contre l'extradition. Nous avons découvert des faits incroyables, choquants et révoltants concernant le comportement honteux du gouvernement néerlandais face aux demandes d'extradition du Rwanda. Nous avons également découvert des faits incroyables sur le processus judiciaire épouvantable que les personnes extradées sont forcées de suivre en présence des yeux indifférents des autorités néerlandaises. Vers le Rwanda. Heureusement, il est important de noter qu'entre-temps, les autorités néerlandaises ont engagé la Commission internationale de juristes, CIJ, section du Kenya pour surveiller les procès en cours et le traitement des cas déjà extradés vers le Rwanda. Le 25 septembre 2013, les autorités rwandaises ont adressé à leurs homologues néerlandais une demande d'extradition de Jean-Claude Iyamuremye vers le Rwanda afin qu'il puisse être condamné pour son implication présumée dans le génocide contre les Tutsis de 1994. Par conséquent, la plupart des informations partagées avec vous concernant ces affaires ont été extraites de rapports régulièrement publiés par les observateurs de la CIJ. Toutes les informations connexes sont accessibles au public dans le ministère néerlandais des Affaires étrangères. En ce qui concerne le cas de Jean-Claude Iyamuremye, la Cour suprême néerlandaise a statué qu'il n'y avait aucune raison valable de ne pas l'extrader vers le Rwanda. Il a invoqué un règlement précédemment conclu par un tribunal de district inférieur qui avait conclu que l'extradition vers le Rwanda ne violerait pas ses droits à un procès équitable. En conséquence, l'accusé a été extradé vers le Rwanda et est arrivé à Kigali le 12 novembre 2016. Curieusement, un conseiller de la défense qui lui a été confié au Rwanda pour l'assister tout au long de la procédure devant le tribunal lui a constamment conseillé de plaider coupable pour tous les chefs d'accusation. Lorsque l'accusé a rejeté ses conseils, l'avocat a contacté sa famille et a tenté de les utiliser pour convaincre Jean-Claude Iyamuremye de plaider coupable afin qu'il puisse obtenir une peine moins lourde. Dans ce contexte, Iyamuremye a fini par engager un nouvel avocat de la défense.
Les éléments utilisés par l'accusation pour inculper Iyamuremye seraient issus des conclusions des juridictions populaires rwandaises qu'il avait précédemment jugées par contumace. Selon eux, le verdict avait conclu à 19 ans de prison. Les tribunaux rwandais de justice communautaire sont les tristement célèbres tribunaux communautaires de base rwandais généralement connus au Rwanda sous le nom de tribunaux populaires Gacaca. La peine de 19 ans du tribunal serait effective à partir de 2007. Selon des sources disponibles et fiables, Jean-Claude Iyamuremye avait à plusieurs reprises demandé à ce qu'on lui montre les documents de l'acte d'accusation. Surtout après son extradition vers le Rwanda. Mais toutes les tentatives pour les sécuriser ont été vaines. Par conséquent, la seule explication la plus raisonnable est que ces documents n'existaient tout simplement pas. Dans ce contexte, on peut très probablement supposer que lors de l'audience d'extradition de Jean-Claude Iyamuremye aux Pays-Bas, les autorités judiciaires rwandaises ont fondé leur inculpation sur des allégations fabriquées, alléguant à tort qu'il avait déjà été condamné par un tribunal communautaire il y a 10 ans. Il n'est pas surprenant que, lors de son procès, la Cour ait également découvert que les dépositions des témoins à charge présentaient en effet de nombreuses contradictions. Cependant, la Cour a conclu que le poids des divergences de témoignages n'était en aucun cas assez fort pour entraîner l'annulation et l'annulation de tous les témoignages. Malgré cela, les charges retenues contre l'acte d'accusation ne semblaient pas concluantes. Le tribunal a statué que l'accusé avait effectivement été impliqué dans l'agression de Kichukiro Nyanza contre les Tutsis, simplement sur la base d'accusations assez difficiles à falsifier que l'accusé y avait bel et bien été vu. Plus important encore, il existe un facteur modulateur raisonnable qui, selon nous, aurait pu convaincre la Cour suprême des Pays-Bas de suspendre la décision finale d'extrader Iyamuremye. Au moins jusqu'à ce que d'autres éléments incriminants sérieux soient présentés. C'est le fait qu'aucun des témoins présents n'a pu admettre sans équivoque avoir vu Jean-Claude Iyamuremye tuer quelqu'un dans Kichukiro. Cependant, de manière assez choquante, Jean-Claude Iyamuremye a été condamné à 25 ans de prison le 30 juin 2021. 2012, le bureau du procureur rwandais a demandé aux autorités néerlandaises d'extrader Jean-Baptiste Mugimba pour qu'il soit jugé au Rwanda pour des crimes présumés de génocide au Rwanda. Au terme du jugement du 20 décembre 2013, la chambre d'extradition du tribunal de district de La Haye a confirmé son extradition. Jean-Baptiste Mugimba est arrivé à Kigali le 12 novembre 2016. Au cours du procès, un témoin à charge a admis devant la cour qu'il avait été contraint de signer ses aveux par le parquet rwandais. Il s'agissait d'une preuve puissante appelant au rejet des déclarations des témoins pendant le procès. Le témoin a en outre révélé qu'il avait dû mentir à l'accusation pour se sauver la vie car il subissait des pressions et avait été menacé par un officier de l'unité de protection des témoins ainsi que par des membres de l'équipe de l'accusation. À la suite de cela, l'accusation a demandé à la cour d'ajourner l'audience, arguant qu'il avait affaire à un témoin hostile, et cela les obligeait à reconsidérer les questions soulevées par leurs propres témoins. Un incident de ce genre rappelle les processus typiques de procès d'escroquerie. Lorsque les observateurs de la CIJ ont rendu visite à Mugimba en prison le 23 août 2018, il leur a demandé de suivre son procès en établissant un lien avec l'ambassade néerlandaise à Kigali, afin qu'ils puissent s'assurer que tous leurs rapports sur son procès soient publiés sur le site web du ministère néerlandais des Affaires étrangères. De toute évidence, Mugimba voulait utiliser un procès médiatisé comme stratégie pour alerter les personnes du ministère néerlandais et de toute autre autorité néerlandaise compétente sur l'injustice qu'il subissait. Lors d'une audience ultérieure, le témoin à charge qui se trouvait être un prisonnier a révélé que lorsqu'il a refusé de conclure un faux contrat de témoignage, les agents pénitentiaires rwandais l'ont tellement battu que ses oreilles ont été gravement infectées au point que du pu en sortait. Lorsqu'un avocat de la défense lui a demandé si ces allégations pouvaient être certifiées par un professionnel de la santé, le témoin a déclaré que le rapport médical pouvait être trouvé à la clinique de la prison de Nyanza. Lors de l'audience du 22 mai 2020, le parquet a déposé une requête demandant la modification des 2 chefs d'accusation précédemment soulevés. Complicité de génocide et entente en vue de commettre le génocide. La défense de Jean-Baptiste Mugimba a fait appel de la proposition d'amendement et a plutôt demandé au tribunal de rejeter complètement les déclarations du témoin de la persécution, parce que ces déclarations se contredisaient. Le deuxième témoignage a annulé la première déclaration précédemment présentée devant les procès communautaires Gacaca rendus en 2006. Le procès de Jean-Baptiste Mugimba s'est terminé récemment. La décision de la Cour devrait être rendue le 23 décembre 2021.
Jusqu'à présent, nous avons traité des cas de personnes déjà extradées vers le Rwanda. Examinons maintenant les cas de personnes qui luttent encore pour empêcher la justice néerlandaise de traiter leur cas d'extradition de la même manière qu'ils l'ont fait pour leurs compatriotes. Le cas de Charles Ndereyé. En mars 2009, Charles Ndereyé a été arrêté dans ce qui ressemblait à un contrôle routier de routine aux Pays-Bas et immédiatement détenu. Le lendemain, lorsque le procureur s'est renseigné sur son dossier pénal auprès d'Interpol, celui-ci s'est avéré vide, ce qui a conduit à sa libération immédiate. Le 8 septembre 2020, il a été de nouveau arrêté sur la base d'un nouveau mandat d'arrêt rwandais. Car cette fois, après des interrogatoires diligents, le procureur l'a relâché après 16 heures d'interpellation. Il s'est avéré que le service néerlandais de l'immigration et de la naturalisation avait mal informé, et a donc incité le procureur à délivrer un mandat d'arrêt d'une manière qui violait la législation néerlandaise. En effet, les lois locales prévoient qu'aucun ressortissant néerlandais ne peut être extradé vers le Rwanda. Peu de temps après l'arrestation de Charles Ndereyé, le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide, le docteur Jean Damascène Bizimana, a déclaré à un journal local, le New Times, qui est considéré par beaucoup comme une branche du gouvernement rwandais, que Ndereyé avait été arrêté à la suite d'un mandat d'arrêt émis le 20 avril 2010. Il a en outre précisé que le mandat fournissait les informations sur la base desquelles il pouvait faire partie de la liste des fugitifs recherchés d'Interpol. 1. Ces propos d'un cadre supérieur rwandais sont assez troublants à bien des égards. 2. Comment se fait-il que les informations sur le mandat d'arrêt concernant Ndereyé aient été délivrées par le docteur Bizimana en lieu et place du bureau concerné de l'unité de suivi du génocide des fugitifs du procureur ? 3. Si le Rwanda avait demandé à Interpol d'émettre une notice rouge contre Ndereyé en 2010, comment se fait-il que son arrestation par la police néerlandaise ait pu avoir lieu un an avant 2009 ? Il défie toute logique de comprendre comment la police néerlandaise a pu invoquer une notice rouge d'Interpol, en 2009, à un moment où le parquet rwandais ne l'avait pas encore lancée. 4. Ndereyé a mené ses activités politiques et de campagne en plein jour sans jamais avoir à se cacher où il résidait aux Pays-Bas. Il était activement et publiquement impliqué dans les activités politiques de la diaspora de l'opposition rwandaise. Pourquoi les autorités de poursuite rwandaises ont-elles dû passer par le mécanisme d'Interpol, alors qu'elle avait la latitude de traiter directement avec les autorités judiciaires néerlandaises pour demander son arrestation ? Il convient en outre de noter qu'à partir du moment de son arrestation en 2009, Ndereyé a contesté en justice les procédures judiciaires par lesquelles la notice rouge d'Interpol avait été émise et les tribunaux ont statué en sa faveur. Il a désormais été radié de la liste des criminels recherchés par Interpol. Très récemment, le 10 novembre 2021, JustSecurity.org a fait état des inquiétudes croissantes au sein du Congrès américain concernant la montée de plus en plus alarmante de la répression transnationale. Plus précisément, leurs inquiétudes pointent du doigt l'abus systématique du mécanisme d'Interpol par certains pays membres qui en profitent, en l'utilisant pour servir des objectifs politiques répréhensibles. Comme utiliser Interpol comme instrument pour traquer et punir les membres de l'opposition ou de la dissidence. On peut se demander si ce n'est qu'une simple coïncidence que le Rwanda arrive en tête des pays abusant du mécanisme d'Interpol. Selon toute vraisemblance, l'affaire Ndereyé a pu tout à fait raisonnablement sonner l'alarme, attirant ainsi l'attention du Congrès américain qui aurait pu les conduire à scruter davantage les malversations telles que l'abus par le régime rwandais des services d'Interpol. Nonobstant le fait qu'Interpol ait innocenté Ndereyé en tant que fugitif international recherché et malgré les révélations précédentes concernant à la fois les lacunes et la vulnérabilité d'Interpol, les autorités néerlandaises sont restées catégoriques en ce qui concerne le mandat d'arrêt émis par les autorités rwandaises. Assez choquant, le processus d'extradition dans son cas est toujours en cours. Le cas de Jean Damascène Rugomboka. Jean Damascène Rugomboka est un militant de l'opposition rwandaise basé aux Pays-Bas. Il est accusé par le gouvernement rwandais d'être l'un des principaux planificateurs du génocide de 1994. Plus précisément, la collaboration à la création de listes de Tutsis ciblés vivant dans la capitale de Kigali est entre autres une des charges pesant sur sa tête. Cependant, il est important de préciser qu'à l'époque des événements, il résidait à Gisenyi, actuellement une province du nord-ouest située à quelques centaines de kilomètres de la ville de Kigali.
À y regarder de plus près, l'acte d'accusation de Jean Damascène Rugomboka semble assez déroutant. Étant accusé par le Rwanda d'être un cadre génocidaire de premier plan du calibre des principaux cerveaux du génocide, on peut se demander pourquoi il n'a jamais figuré sur la liste des principaux planificateurs du génocide comme d'anciens ministres ou d'autres officiers militaires de haut rang, et cela pendant 18 ans. Plus important encore, 5 ans après la fin officielle des juridictions communautaires populaires Gacaca. En l'état actuel des choses, le cas de Rugomboka reste une énigme judiciaire qui n'a pas encore été résolue. Le cas de Joseph Mugenzi. Le 14 janvier 2013, les autorités néerlandaises chargées de l'application des lois ont reçu du parquet rwandais des documents juridiques demandant l'arrestation et l'extradition de Joseph Mugenzi. Le Rwanda l'a inculpé de divers chefs d'accusation criminels étroitement liés au crime de génocide. Les documents l'accusant avaient été signés un mois plus tôt par le procureur général rwandais de l'époque, Martin Ngoga. Le contenu des documents d'accusation utilisés pour incriminer Joseph Mugenzi devant les lois néerlandaises est complètement stupéfiant. En fait, l'accusation rwandaise allègue que Mugenzi a joué un rôle essentiel dans la direction, la planification, l'organisation et l'exécution du génocide de 1994, dans les secteurs de Nyamirambo et Nyakabanda dans la capitale Kigali, en collaboration avec Jean-Baptiste Mugimba que nous avons mentionné plus tôt, et qui a été extradé vers le Rwanda par les autorités néerlandaises. Alors que vous entreprenez une analyse plus approfondie du matériel d'accusation de Mugenzi, vous rencontrez un certain nombre de points douteux et tout à fait discutables. Nous partageons avec vous les plus frappants d'entre eux. 1. Le nom de son parent est erroné. Comment se fait-il qu'une autorité ne désigne pas avec précision l'identité de la personne d'une telle importance faisant l'objet d'une enquête? 2. Le procureur a affirmé que Mugenzi était un banquier, qu'il travaillait pour la Banque nationale et qu'il possédait une pharmacie en tant qu'activité commerciale secondaire. Mais la vérité est que Mugenzi n'a jamais été banquier de sa vie, et selon lui, la banque n'était même pas un secteur qu'il avait jamais considéré comme un choix de carrière. Ce que l'accusation n'a pas présenté avec une grande précision, c'est que Mugenzi avait bien été pharmacien travaillant dans le secteur privé. Il avait auparavant été chercheur et professeur à l'Université nationale du Rwanda, dans le département de pharmacie et de chimie. Encore une fois, il est incompréhensible comment les autorités de poursuite ne parviennent pas à identifier correctement une identité complète de ce calibre. 3. L'acte d'accusation alléguait également que Mugenzi et Mugimba avaient ordonné le meurtre d'un certain docteur Emmanuel sans fournir de détails sur son nom de famille. Nous sommes d'avis qu'il n'y a aucun moyen pour les autorités judiciaires de ne pas localiser et identifier une personne aussi importante qu'un médecin au niveau communautaire. 4. En lisant les documents de l'acte d'accusation, vous trouvez des allégations selon lesquelles Mugenzi, aux côtés de son collègue et voisin Mugimba, a participé aux réunions de planification du génocide. Nous pensons qu'il s'agit de mensonges complets et sans fondement pour les raisons suivantes. Mugimba n'était pas et n'avait jamais habité dans le même quartier que Mugenzi. Mugenzi n'avait jamais rencontré Mugimba avant qu'il ne se rencontre pour la première fois aux Pays-Bas pendant qu'il participait aux activités sociales de la communauté rwandaise de la diaspora. Mugenzi n'avait jamais été un collègue de Mugimba qui était banquier à la Banque nationale du Rwanda, BNR. Pendant tout le procès de Mugimba qui n'a pris fin que récemment au Rwanda, Mugenzi n'avait jamais été mentionné parmi les personnes qui ont participé à cette réunion. Ce qui nous amène à l'indice de la question cruciale de savoir pourquoi le parquet rwandais a dû monter l'affaire Mugenzi de la manière dont il l'a fait. En fait, il est concevable qu'au moment de fabriquer des éléments pour l'inculper, il se soit rendu compte qu'il pourrait être beaucoup plus intéressant et digne de confiance pour les autorités néerlandaises, si elles pouvaient se glisser dans les éléments falsifiés du profil criminel de Mugenzi qui ont permis de lier à la fois Mugenzi et Mugimba ensemble. En tant que tel, à l'instar de son co-accusé Mugimba, Mugenzi a également été faussement qualifié de banquier. De plus, pour que cela ressemble à un simple événement naturel, ils ont inclus qu'ils étaient tous les deux voisins.
La préparation des affaires pénales par le parquet rwandais s'est perfectionnée suite aux expériences précédentes en partenariat étroit avec le système judiciaire néerlandais. Le Rwanda avait appris qu'il pouvait créer n'importe quel type de profil criminel bien élaboré à sa guise, à condition que les crimes falsifiés aient l'air extrêmement graves, logiques et faciles à accepter. Parce qu'il savait que les Néerlandais remettraient rarement en question ces faits. En 2014, une journaliste d'investigation néerlandaise, Anneke Verbraeken, est devenue très intriguée par le nombre croissant de suspects de génocide vivant aux Pays-Bas. Puis, elle a décidé de se rendre au Rwanda pour de vastes investigations sur le terrain. Une fois au Rwanda, elle a découvert que l'ambassade des Pays-Bas à Kigali avait engagé un enquêteur indépendant pour recueillir les informations les plus fiables sur la vie passée de Mugenzi, en examinant en particulier tous les faits possibles susceptibles de servir de preuves incontestables de sa participation au génocide. L'ambassade des Pays-Bas a voulu recouper sérieusement les informations qui avaient été fournies par le parquet rwandais. Dans un rapport remis à l'ambassade des Pays-Bas à Kigali, l'enquêteur a confirmé que Mugenzi n'avait été qu'un pharmacien et n'avait jamais été banquier. Il a également confirmé qu'il n'y avait aucune preuve établie de sa participation au génocide contre les Tutsis. En étudiant des informations biographiques sur ces victimes présumées, l'enquêteur a découvert qu'il n'y avait pas de telles victimes mais des personnes dont la vie a été sauvée grâce à ses actions héroïques et risquées. Pour étayer ses conclusions, l'enquêteur indépendant a rencontré certaines personnes que Mugenzi a sauvées et a recueilli des déclarations d'eux. Parmi les survivants, il y a un enfant que Mugenzi avait secouru alors qu'il souffrait de blessures multiples et mortelles causées par des machettes. Mugenzi l'a transporté dans le sud du Rwanda, à l'hôpital universitaire de Butare où il travaillait 6 ans plus tôt. Mugenzi a ensuite veillé à ce que l'enfant reçoive les soins et les traitements dont il avait besoin par le personnel médical, dont la plupart étaient d'anciens collègues, et s'est assuré que les membres survivants de la famille élargie de l'enfant vivant le plus près de la région s'occuperaient de lui. La première réaction immédiate de l'ambassade des Pays-Bas à Kigali devant un tel rapport est assez embarrassante si l'on garde à l'esprit que c'est l'ambassade qui l'avait commandé. Une fois publié, ils ont nié son existence. Mais plus tard, le 16 mai 2014, l'avocat de Mugenzi aux Pays-Bas, Jean Hofdijk, a demandé pourquoi ce rapport ne pouvait pas être utilisé comme preuve à l'appui, lors des audiences du tribunal de Mugenzi à la section IND du ministère de la Justice et de la Sécurité. Cela a ouvert la porte permettant à l'IND d'enquêter sur les conclusions du rapport soigneusement scellé dans les bureaux de l'ambassade néerlandaise à Kigali. Dans une lettre du 11 juin 2014 adressée au service de l'immigration et de la naturalisation, le ministère des Affaires étrangères écrit « Le rapport d'enquête sur Joseph Mugenzi n'a pas été envoyé à La Haye, car il avait fourni des informations utiles insuffisantes. Pour cette raison, le rapport n'a pas été partagé par l'ambassade avec le ministère des Affaires étrangères à La Haye. » Jusqu'à aujourd'hui, ce rapport est toujours caché et scellé quelque part dans les tiroirs du back-office de l'ambassade néerlandaise à Kigali. Surtout, l'élément le plus choquant dans l'affaire de Joseph Mugenzi est qu'il n'a été inscrit sur la liste des fugitifs du génocide recherchés qu'après 2014. Par conséquent, c'est totalement déstabilisant car on se demande pourquoi cela a pris tellement longtemps, 20 ans après le génocide pour inculper une personne prétendument responsable de crimes graves de génocide. Décidément, il y a quelque chose de louche dans l'affaire Mugenzi. Il n'est donc pas étonnant que ce qui se passe dans cette affaire soit totalement épouvantable. La situation précédente sonne une cloche avec les observations d'un haut fonctionnaire de l'ONU concernant le respect des droits fondamentaux au Rwanda. Une citation dans un rapport qui restera mémorable de Menakier, autrefois rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association, pourrait se lire comme suit. Je suis profondément préoccupé par la façon dont le régime actuel au Rwanda a créé un cadre juridique qui vise à faire taire les critiques. Et un jour, le Rwanda a nié tout acte répréhensible alors que tout le blâme était du côté néerlandais. Outre les efforts manifestes et l'implication active des autorités néerlandaises, pour initialiser les procédures visant à mettre en œuvre les extraditions à la suite des mandats d'arrêt respectifs et des documents d'accusation fournis par le gouvernement rwandais. Le porte-parole du parquet rwandais, Alain Bernard Mukurarinda, a déclaré à la Radio France Internationale, RFI, le 19 octobre 2014, que le Rwanda n'avait rien à voir avec les opérations menées par les autorités néerlandaises en relation avec des suspects rwandais vivant aux Pays-Bas.
Ce n'est pas le gouvernement rwandais ni les institutions ici au Rwanda qui ont été à l'initiative. Il faut que les choses soient claires. Toutes les personnes concernées par cette décision de retrait de documents parce qu'ils sont soupçonnés n'ont rien à voir avec le gouvernement rwandais. Cela ne veut pas dire que si demain les informations soient vérifiées ou qu'il y a de nouvelles informations, que ces personnes ne seront pas poursuivies. Mais aujourd'hui, là on parle de ce dossier, ce n'est pas venu du gouvernement rwandais ou de l'institution judiciaire rwandaise. Et pour aucune des personnes sur lesquelles les services d'immigration néerlandais ont enquêté, vous avez des dossiers d'accusation? Aucune personne. Et d'ailleurs, je vous dirais que c'est même ce qui est surprenant. Il y a une personne qui a été extradée il y a 3-4 jours, qui était aux Pays-Bas depuis entre 8 ans et 10 ans, qui a été extradée à cause de ces problèmes d'immigration. Elle est rentrée au pays, je pense qu'elle est chez elle ou dans sa famille. Et s'il y a des informations la concernant, en ce qui concerne ces infractions, elle sera poursuivie. Sinon, elle va rentrer dans la vie normalement et continuer sa vie ici au Rwanda. En y regardant de plus près, on se rend compte que depuis 2012, les autorités rwandaises ont impitoyablement fait un effort supplémentaire en forgeant des accusations sans fondement contre Joseph Mugenzi afin qu'il puisse être arrêté et extradé vers le Rwanda. Il va sans dire qu'il est l'une des nombreuses victimes des méthodes horribles utilisées par l'actuel régime rwandais pour faire taire les critiques. Tout simplement parce que Mugenzi a été très activement impliqué dans les activités politiques de l'opposition rwandaise aux Pays-Bas. À plusieurs reprises, on l'a vu manifester devant l'ambassade du Rwanda à La Haye. Parallèlement, il pourrait probablement y avoir un autre facteur qui mérite d'être pris en compte et qui pourrait dépasser le spectre des Pays-Bas. En mai 2011, les services de renseignement britanniques avaient découvert et déjoué un complot d'assassinat à Londres contre René Mugenzi, le fils de Joseph Mugenzi. René Mugenzi est un militant des droits humains très dynamique basé au Royaume-Uni qui est en outre un critique implacable du régime rwandais. À cet égard, il a dénoncé diverses violations des droits humains commises par le gouvernement rwandais depuis 2004. René et sa famille ont été placés sous une protection spéciale par la police métropolitaine de Londres. Et les autorités britanniques ont mis en garde Kigali de ne pas oser faire quelque chose de ce genre sur le sol britannique. Le gouvernement rwandais a répondu en disant simplement qu'il ne voudrait pas assassiner René Mugenzi, car il ne l'aurait pas connu, donc il ne pouvait pas du tout s'intéresser à lui. La ministre rwandaise, Louise Mushikiwabo, a déclaré à Al Jazeera à l'époque que René n'est personne, personne ne le connaît. Cette information a été relayée par tous les porte-paroles locaux du gouvernement rwandais. Alors, en 2011, comment le porte-parole du gouvernement rwandais a-t-il pu omettre de lier René Claudel Mugenzi avec son père Joseph Mugenzi s'il avait une rancune sérieuse contre ce dernier? Cela ne pouvait-il pas simplement signifier qu'à ce moment-là, le dossier judiciaire de Joseph Mugenzi était vide? En fait, à ce moment-là, après que le complot d'assassinat à Londres visant son fils avait été déjoué, s'il avait eu Joseph Mugenzi dans leur radar, il n'aurait certainement pas manqué de le mentionner. Une histoire typique sur l'incident aurait surgi et relayée dans de nombreux tabloïds et médias de propagande rwandais comme suit. Ils n'ont pas tenté d'assassiner René, mais son père est recherché comme suspect de génocide. En revanche, de manière assez surprenante, ni le gouvernement ni les médias n'ont publié de déclaration faisant le lien. À la lumière de l'évolution précédente, on peut se demander s'il existe un lien entre l'échec du complot d'assassinat contre un fils à Londres et la poursuite du père aux Pays-Bas. Aussi peu concluant que cela puisse paraître à première vue, on peut concevoir qu'après que les autorités rwandaises n'ont pas réussi à abattre René Mugenzi à Londres, elles ont probablement eu l'idée géniale de poursuivre son père aux Pays-Bas. Celui qui a conçu un tel plan croyait probablement qu'une telle stratégie découragerait, affaiblirait et dissuaderait René Mugenzi de poursuivre son travail en faveur des droits humains au Royaume-Uni, qui menaçait à la fois des millions de livres sterling de soutien que le Rwanda recevait du gouvernement britannique et un soutien continu au niveau de l'ONU et de l'Union européenne. Et la meilleure stratégie gagnante pour salir et abattre son père avec succès, était d'utiliser de fausses accusations de génocide. Un an après le complot d'assassinat bâclé à Londres, un acte d'accusation bien élaboré lié au génocide contre Joseph Mugenzi avait été concocté et envoyé à La Haye. En conséquence, à partir de 2014, René Mugenzi a été soudainement marqué d'une étrange caractérisation de référence, principalement utilisée par les fervents partisans de l'autorité rwandaise, pour ternir son nom et ses travaux d'activisme pour les droits humains. Il l'appellerait désormais le fils d'un fugitif du génocide recherché.
Contre toute attente, la lutte de Joseph Mugenzi contre l'extradition au Rwanda est loin d'être terminée aux Pays-Bas. Outre les cas signalés ci-dessus, il reste de nombreux autres cas de personnes déjà extradées et de personnes luttant contre l'extradition aux Pays-Bas, que nous pourrions partager avec le public à l'avenir. Ils présentent également un certain nombre d'irrégularités et sont assez informatifs sur les traitements injustes auxquels sont confrontées les personnes ciblées. Alors que nous arrivons à ce stade, vous avez peut-être compris ce qui nous a amené à nommer ce film « Comment les Pays-Bas ont sciemment et activement autonomisé un oppresseur au Rwanda ». Sciemment. Parce que les autorités néerlandaises sont informées avec précision et en temps voulu de ce qui se passe au Rwanda. Ils ont accès à toutes sortes de rapports, y compris des rapports internes, des rapports d'évaluation de pays, des rapports sur le paysage politique et économique du pays, ainsi que des rapports crédibles liés aux droits de l'homme, qui peuvent tous signaler l'incompétence, les mensonges, la dissimulation, l'usage de la terreur, et à la fois la manipulation et caractère oppressif du gouvernement rwandais. En particulier, lors de l'utilisation du système judiciaire. Sur la base des arguments avancés précédemment, il est assez dommage de se rendre compte qu'une partie de l'argent des contribuables néerlandais est consacrée au financement des programmes pervers d'un régime oppressif. Et les allégations contenues dans ce documentaire sont toutes accessibles au public pour consultation et vérification. Sciemment. Parce que les autorités néerlandaises ont pu constater de première main la qualité du travail de la célèbre unité de suivi du génocide des fugitifs financée par les Pays-Bas, qui prépare et envoie les mandats d'arrêt et les actes d'accusation. Activement. Parce que les autorités néerlandaises ont réactivé, renouvelé et mis en œuvre un soutien financier durable à long terme aux institutions qui n'ont systématiquement pas réussi à se conformer aux normes internationalement et localement acceptables. Activement. Parce que les autorités néerlandaises ont activement collaboré à un plan soutenu d'extradition des Rwandais vers un système judiciaire qui s'est avéré être un outil d'oppression. Tout au long du processus, les autorités néerlandaises ont manqué à leurs obligations de protéger les personnes fuyant les persécutions en vertu de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés. Autonomiser un oppresseur. Les autorités néerlandaises l'ont fait en fournissant des moyens financiers cohérents pour financer des outils d'oppression déguisés en institutions de justice et d'application de la loi et en extradant vers le Rwanda ces détracteurs qui ont été faussement présentés comme des criminels. Cela a créé un environnement de peur au sein de la communauté rwandaise aux Pays-Bas. Ailleurs, de nombreux Rwandais ont par conséquent été amenés à renoncer complètement à toute implication dans les droits de l'homme et les activités liées à la politique. Même si cela pourrait contribuer à bâtir des communautés saines à long terme. De manière indirecte, les autorités néerlandaises ont aidé à réaliser le souhait d'un régime oppressif rwandais de faire taire toutes les voix critiques de l'opposition résidant aux Pays-Bas. Dans la mesure où le Rwanda ne respecte pas les normes de gouvernance démocratique internationalement acceptées, telles que le respect des droits de l'homme et autorise des institutions judiciaires indépendantes, les Pays-Bas devraient mettre fin à leur soutien aux secteurs non performants tels que le secteur judiciaire et le maintien de l'ordre. Parce que le soutien fourni est utilisé parmi d'autres activités pour extrader des personnes innocentes au moyen de fausses accusations utilisées par le gouvernement rwandais pour tromper les autorités néerlandaises. En omettant de le faire, les autorités néerlandaises devraient être honnêtes et cesser de mentir leur peuple et le monde. Ils devraient engager rapidement le processus de modification de l'article 1 de leur constitution où il est dit « Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont traités sur un pied d'égalité dans des cas égaux. La discrimination fondée sur la religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe ou tout autre motif n'est pas autorisée. En la changeant comme suit. Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas, à l'exception des Rwandais avec des mandats d'arrêt de Kigali, sont traités de manière égale dans des cas égaux. La discrimination fondée sur la religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe ou tout autre motif n'est pas autorisée. À la lumière des présentes révélations, nous espérons avoir démontré avec clarté ce qui se passe dans l'ombre des gouvernements néerlandais en ce qui concerne la collaboration avec les autorités judiciaires rwandaises. Le monde, les contribuables néerlandais et nous, allons-nous asseoir et observer les décisions que les autorités néerlandaises choisiront finalement de prendre. À notre avis, cela ne devrait pas être une décision difficile à prendre. Parce que les personnes occupant des postes de décision supérieure ne peuvent pas être considérées comme complètement ignorantes de ce qui est en jeu ici.
En fait, dans l'un des rapports de l'ambassade des Pays-Bas au Rwanda, sur la section mettant en évidence les principales préoccupations devant être traitées, la remarque suivante a été faite. Les restrictions à la liberté d'expression et à l'espace politique sont le point faible d'un gouvernement globalement efficace. Ceci est une définition raffinée d'un régime oppressif. Avant la fin, puis-je vous implorer tous une minute de silence en mémoire de tous les Rwandais qui ont été opprimés en utilisant des institutions qui ont été habilitées par l'argent des contribuables néerlandais. Une minute de silence pour les Rwandais qui ont été extradés vers le Rwanda pour faire face à l'épreuve d'un système d'injustice impitoyable et atroce qui applique des traitements épouvantables. Une minute de silence pour les membres de leur famille qui se trouvent en Hollande et qui ne les reverront probablement jamais. Et enfin, une minute de silence pour la communauté rwandaise en Hollande qui vit dans la peur constante d'être la prochaine victime potentielle du gouvernement oppressif de Kigali dont les plans diaboliques ne se matérialiseraient finalement pas sans la collusion du gouvernement néerlandais. Tout cela ne peut être réalisé sans l'argent des contribuables néerlandais et leur gouvernement qui continue de fermer les yeux sur les violations des droits de l'homme du gouvernement rwandais.